Exactement. Et là, ce sont les images de l'aide donc accordée alimentaire par les djihadistes aux rescapés. Donc ce sont les convois d'aide qui arrivent quand même, c'est assez paradoxal, de la part des djihadistes aux rescapés. On a peut-être d'autres images aussi où on voit les rescapés rassemblés dans la brousse, et les voilà. Donc hommes, femmes et enfants qui se sont enfuis quand même des forces de l'ordre pour trouver refuge chez des djihadistes. Et Ça, ce sont des vidéos de djihadistes. Hein. Exactement. Et d'après des sources propres, on m'a dit que les djihadistes allaient prendre en charge les orphelins, les enfants orphelins, qui vont les garder avec eux, et que le jour venu, s'ils veulent participer au combat, faire leur djihad, tel qu'ils m'ont dit, bah, ils seront les premiers sur la liste. Donc ça veut dire que ces pogroms, c'est la meilleure occasion pour les djihadistes de recruter des civils. Quoi. Absolument, à la preuve en est en image que les rescapés de ce massacre ont trouvé refuge chez les djihadistes. Deuxièmement, les djihadistes ont très vite, dès le 13 mars, par la bouche du numéro 2 du JNIM au Burkina, on a une vidéo aussi, Ousmane Diko, le frère de Jafar Diko, qui a appelé très vite à venger les massacres d'Oselenzo en disant Peul ou pas Peul, ils seront vengés. Ce qu'ils n'ont pas tardé à faire, parce que dès le 14 mars, on a aussi des images, il y a eu 2 attaques, à Yamba et Tanjari, donc des attaques qui ont été conduites contre les VDP, contre les forces de l'ordre, et en voilà les images, en vengeance au massacre qui a été commis donc par les VDF dernièrement à Solenzo. Si on dézoome un peu et qu'on quitte le Burkina Faso, est-ce qu'on est dans le même schéma au Sahel, au Mali par exemple ? On est quasiment dans le même schéma au Mali. On dirait que c'est une stratégie, une tactique suivie par les 3 juntes. On a des images de frappe, par contre, à Tawednit. Donc, ce sont des camions, voilà, des camions de sel. C'est une frappe le 13 mars, frappe par drone, donc qui a ciblé ces camions, des camions qui acheminent le sel, comme le sel est acheminé dans cette zone depuis des millénaires, sauf qu'ils ont été ciblés. Puis, on a surtout une frappe sur le marché d'Ijdir le 16 mars. Donc, c'est la deuxième frappe cette année. La première, il n'y a pas eu de victimes. Et donc là, on voit, ce sont 3 véhicules qui ont été frappés, 11 morts, 20 blessés, dont 2 femmes et dont 1 grave. Donc ça appartient à des tribus qui vont des 2 côtés de la frontière. Donc 2 véhicules appartiennent à la tribu Idlibi et une aux Azmat. Donc Azmat, là, un chef de clan Azmat a été touché, grièvement blessé, et il est en Mauritanie. Donc les clans aussi, que de ce fait, comme les civils au Burkina Faso, vont se retrouver par la force des choses, encore plus proche, on va dire, des groupes djihadistes. Hilaria, vous constatez ce que dit Wassim Nasr chez vous à Human Rights Watch, ce même schéma en termes d'exactions aussi contre les civils ? Oui, effectivement, au Mali, comme au Burkina, les forces de sécurité, d'ailleurs au Mali, ensemble avec les éléments du groupe Wagner, ont commis des graves exactions contre les civils dans le cadre des opérations de contre-terrorisme, dans un contexte aussi de représailles après des attaques du groupe djihadiste contre des bases militaires ou des postes de l'armée, et aussi dans un contexte similaire d'impunité, car il faut le dire, l'échec de la part des autorités burkinabées et malienne de traduire en justice les auteurs des crimes facilite les exactions. Et nous l'avons documenté à plusieurs reprises, ces exactions contre les civils, des frappes indiscriminées des drones qui ont causé la mort des dizaines d'hommes, des femmes, des opérations de contre-insurrection qui se soldent avec des exécutions sommaires, des arrestations arbitraires, des pillages généralisés. Dans notre dernier rapport d'ailleurs qui est sorti en décembre, nous avons fait état de tout ça, des régions secouées par les violences et une population civile qui se trouve prise entre 2 feux, entre la violence des djihadistes qui assiègent leur village, qui déguerpissent le village, et les forces de sécurité aussi brutales qui sont censées les protéger, mais qui se livrent à des exactions. Wassim, in fine, la conséquence de tout cela, c'est que les djihadistes continuent de prospérer dans cette région. Il continue d'avoir une activité qui n'est pas, disons, perturbée. On a une vidéo, par exemple, du 11 mars d'un IED, un engin explosif improvisé, qui a frappé un véhicule donc, utilisé par les FAMA et Wagner. On a peut-être la vidéo. Oui, c'est la dernière vidéo. Donc, c'est un véhicule Norinco, voilà. Donc de l'armée malienne, le voilà, pulvérisé. Et qu'est-ce que ça démontre Ça démontre qu'ils ont une capacité de fabrication d'explosifs, une capacité qu'ils maîtrisent l'explosif pour pouvoir détruire des blindés de ce calibre-là, et que les exactions
exactions vis-à-vis des populations civiles, ça ne perturbe pas leurs activités. Donc on se demande à quoi bon ou à quoi servent ces exactions contre les civils qui sont brandies comme une stratégie suprême par les trois juntes et qui ne mènent qu'à plus de violence, plus de recrutement du côté des djihadistes, mais aussi à un rapprochement entre les djihadistes et les rebelles du Front de la Libération d'Azawad, dernièrement, comme on a pu en parler ici. Et finalement, il faut le rappeler quand même, ce sont les jeunesses de ces trois pays, en particulier le Burkina et le Mali, peu importe le bord, qui se retrouvent brûlés par cette violence, qu'ils soient du côté des djihadistes, du côté des rebelles ou du côté des forces de l'ordre. C'est la jeunesse de ces pays qui est brûlée sur l'autel, disons, de cette violence à outrance de la part des forces de l'ordre qui sont supposées les protéger.